à tous. Qui je suis? Eh bien, je suis David Biéchy, je suis président du Corrigan Maquette Club de Lorient depuis 2013. Je peins des figurines depuis 1996, on va dire. Et puis, une fois qu'on a mis le petit doigt dans la figurine, on ne peut plus s'en passer, n'est-ce pas? Vous en savez sans doute quelque chose. Donc voilà, et puis je suis plus porté sur le fantastique que sur l'histo, même si j'aime bien l'histo également. Voilà, donc derrière, donc on va faire une démonstration sur du non métallique, sur une figurine Warhammer. Et oui, parce que les figurines Warhammer sont aussi des figurines. Donc, j'ai préparé un peu le terrain en amont pour vous faire une figurine exemple. Et à côté, donc, une qui est juste préparée, montée, sous couchée. Et donc, qui attend impatiemment de prendre des couleurs. On va travailler sur les non métalliques, c'est-à-dire les plastrons. Comme on a ici, là, le plastron, les plaques sur les cuisses, ainsi que sur les jambières et éventuellement l'arme, ainsi que le bouclier, que je suis parti sur du bronze non métallique. Voilà, avec un point de lumière et un peu d'oxydation, évidemment. Ce sont des squelettes, donc ils ne sont pas dans un état de très grande fraîcheur. Donc voilà, donc le but de l'opération avec le non métallique, c'est d'essayer de donner un peu plus de profondeur en jouant sur la lumière, sans utiliser de peinture avec des pigments métallisés, comme on voit souvent en histo d'ailleurs, mais aussi en fantastique. Moi j'ai une petite préférence pour le non métallique sur les petites échelles telles que du Warhammer par exemple, tout ce qui est wargame. Dès que je passe sur une échelle un peu supérieure, notamment les bustes, j'aime bien passer sur du métallisé pour donner un côté un peu plus réaliste. Mais voilà, donc du coup, comme il n'y avait pas eu de figurine Warhammer en démonstration sur notre chaîne préférée à tous, Figurine TV, je me suis dit, pourquoi pas taper du Warhammer et vous présenter ça sur cet événement qui est l'Open de Touraine. Donc voilà, donc pour commencer, évidemment, sur une figurine, on va faire le montage. Avant, on a ébarber la pièce, évidemment. Là, c'est une figurine en 2 pièces, ce qu'ils appellent chez eux du easy to build. Et évidemment, avant de sous-coucher, on va commencer à faire les joints, donc boucher les points de jonction pour gagner évidemment en finesse. Et puis voilà, c'est un petit peu comme les lignes de moulage, on essaye de les enlever avant de commencer à peindre. C'est mieux. Sinon, après, on est embêté au niveau de la peinture. Là-dessus, il y a une petite astuce en fait pour essayer de choisir son orientation. Donc on va se servir de la lumière qu'on a ambiante, ou bien si ça m'arrive de passer avec les lumières ultraviolets là comme ça, qui donnent un peu une teinte. Ce qui fait que quand on rebascule sur la figurine, on va avoir une orientation comme ça qui est choisie, qui va, je ne sais pas ce que ça donne à l'écran, hop. On va redonner en fait une orientation sur la lumière choisie pour choisir, comme je l'ai fait précédemment sur celle-ci, le sens de la lumière pour mettre en valeur en fait la pièce où là la lumière est étincelante sur le haut de la cuirasse et derrière sur le petit retour, sur le côté ici et sur les arêtes. Donc là-dessus, la petite astuce, effectivement, c'est de passer sous la lampe. Là même, je pense que rien qu'avec la lampe que j'ai au-dessus, qui est un projecteur de stade de foot presque, on peut se permettre de choisir son angle. Alors j'essaye d'ajuster, hop, on va voir ce que ça donne. Alors souvent, je rajoute une petite lumière bleue comme ça, histoire de marquer un peu plus. Et derrière, ce qui se fait communément, c'est de se prendre une petite photo avec le téléphone, histoire d'avoir un mémo de l'orientation de la lumière. Donc je vais le faire, parce que c'est bien de le dire, autant le faire. Hop, et du coup je vais choisir ma lumière orientée. Tu as le téléphone là? Ouais. Et du coup,
Je vais te le poser après pour que tu puisses cibler. Voilà. Donc, c'est-à-dire que sur la photo, je zoome volontairement. Voilà. Hop. On va avoir justement la zone de lumière qui va être sur ce côté-là, avec une réverbération qui va venir de derrière. Les arêtes qui sont marquées, même chose sur l'encolure. Et puis évidemment le haut du bouclier ici. Et évidemment tous les volumes qui sont marqués. Là on va s'intéresser vraiment uniquement qu'au non métallique, le casque et ces choses-là. D'accord ? Donc ça en fait c'est un petit aide-mémoire qui est bien à faire au début de chaque session peinture pour choisir son orientation et donc ce qu'on appelle souvent l'angle d'or de la figurine qui est présentée dans une vitrine ou sur une étagère. Voilà. Donc ce sera avec de la peinture à l'acrylique. Au niveau des gammes, ça va être du Prince Auguste, du Games Workshop, un petit peu parfois de Scale et parfois du Chimera. Là j'en ai pas pris. Mais voilà. Au niveau pinceau, ça va être, contrairement à l'huile, le pinceau est relativement grand. Donc il y a un réservoir car les propriétés de l'acrylique sont différentes de celles de l'huile. Donc il va falloir avoir un réservoir qui va être humide sur son pinceau. Tu fais un petit zoom sur le pinceau. Ceci est un pinceau. D'accord ? Donc là c'est un Da Vinci miniature Maestro 70. Et en fait on a une pointe évidemment, qu'on voit ici. Et on a un réservoir qui lui va être humide lors de l'application de la peinture. Souvent les débutants c'est un peu ce qu'ils ont du mal à gérer, ça va être on va dire une partie de la dilution et la charge de peinture dans le pinceau. Il ne faut jamais trop charger son pinceau justement parce qu'autrement on va arriver sur des aplats de peinture qui vont être relativement épais. Et du coup ça va faire de l'empattement, les dégradés ne vont pas être parfaits. Et voilà, les défauts vont apparaître et des fois vont décourager certains. Donc là-dessus aussi, ce que je vais vous montrer en même temps, c'est essayer d'appréhender au mieux la gestion de la dilution et de la charge de peinture dans le pinceau, car il n'en faut pas spécialement beaucoup, pour pouvoir avoir un effet assez sympathique au niveau de la mise en peinture. Vous allez peut-être le voir aussi sur cette vue-là. Moi, je peins sur des blocs de mousse d'ameublement qui servent à faire des assises de fauteuils, choses comme ça. Ça me permet de stabiliser les mains, éviter les micro-tremblements. Même si on pense qu'on n'en a pas, on en a toujours un petit peu. Ça évite de peindre sur son thorax et puis de respirer et d'avoir la figurine qui bouge comme ça lorsqu'on est en train de peindre. Donc en se posant sur ces blocs-là, on est beaucoup plus stable et on a une hauteur assez importante qui nous évite d'être tête bêche sur la table et de se péter le cou, le dos et tout ce qui s'ensuit. Donc je vous invite à récupérer des blocs de mousse si vous voulez pour tester et gagner en confort de peinture. Là-dessus, donc on va utiliser une palette humide avec un petit essuie-tout. Alors pas n'importe quel essuie-tout évidemment, hein. Pas un simple Kleenex qui sert à se moucher, mais vraiment un essuie-tout qui va être alvéolé on va dire. Parce que en termes de tissage, industriellement on va dire, c'est plus efficace. Ça évite d'avoir des peluches sur son pinceau dans la peinture. Et également, les propriétés d'absorption sont meilleures qu'un simple sopalin industriel qui est monocouche et qui finalement n'absorbe pas grand-chose. Là, il va avoir un rôle majeur en fait sur le dosage de peinture qu'on va avoir dans le pinceau après. Ça, c'est un petit peu ce qu'on ne voit pas souvent sur les Patreons ou sur les démonstrations qu'on voit sur Internet, sur Instagram, Facebook et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va pouvoir en profiter. Là-dessus, on va pouvoir commencer évidemment sur les premières mises en base. Donc, généralement, sur ce genre de pièces, je vais partir du plus foncé vers le plus clair. D'accord ? Je ferai l'inverse sur des figurines type buste ou full chair, où je partirai sur une sous-couche blanche et derrière, je vais ombrer au fur et à mesure. J'ai appris ça d'un grand maître qui est quelques tables plus loin. C'est fort intéressant.
Vous irez voir sa petite vitrine. Il vend des orques pirates et tout ce qui s'ensuit. Et puis, mais c'est très, ça rend la chose très réaliste et très sympathique de peindre sur du blanc avec des peintures très diluées. Là, pour le coup, on part sur du noir. Donc, je vais poser la figurine témoin. Et sur le plastron, les parties, on va dire type acier, on va partir sur un gris très foncé que j'agite avant utilisation, bien sûr. Et donc, je viens déposer une petite goutte. Il n'y aura pas spécialement trop de mélange en fait sur ma peinture. J'utilise beaucoup des sorties de peau et c'est la transparence qui va faire varier les teintes en fait et non les mélanges. Ça m'arrive de faire des mélanges, mais là ce ne sera pas le cas. Donc là-dessus en fait on va diluer légèrement la peinture, mais avant de commencer à travailler, il va falloir humidifier en fait notre papier essuie-tout. Pourquoi? Et pour ça j'ai ma petite burette magique. Hop, attends, je l'ai devant la main. Voilà, j'humidifie légèrement. Le papier est bien mouillé quand même. Ça va se disperser. Et comment expliquer ça? Si vous voulez, les propriétés d'absorption sur un papier sec sont trop fortes. Ce qui veut dire qu'on veut garder de l'eau dans le pinceau. Mais le fait de l'estomper sur un papier sec, toute l'humidité va partir. Ce qui fait qu'on aura souvent un aspect crayeux avec l'acrylique sur la figurine. Donc, pour éviter ce genre de choses, on va d'abord humidifier notre papier et commencer justement à diluer notre peinture, juste en le trempant simplement, on l'estompe un petit peu. Mon pinceau, on peut faire un zoom pinceau, est chargé. Tu vois mon pouce, c'est-à-dire que si je passe sur mon pouce, on voit que c'est quand même mouillé, d'accord? Il est bien détrempé. La pointe n'est pas parfaite parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans, d'accord? Là-dessus, je vais repasser en palette et commencer sur ma source de peinture pure, en fait, je vais venir délayer pour diluer sur une petite zone. C'est-à-dire que j'ai toujours une zone qui reste brute et derrière, je vais diluer légèrement ma peinture. Sur chaque teinte que je vais faire, ce sera pareil, pour avoir quelque chose de dilué, mais sur une certaine zone. C'est-à-dire que j'ai toujours du pur qui reste en réserve. Là-dessus, mon pinceau va être chargé. Hop, pinceau. Mais on voit bien que la teinte ne va pas jusqu'à la virole. D'accord? On s'arrête en fait à la moitié, voire 2/3. Là-dessus, je vais l'estomper. Je sais pas ce que ça donne si tu bouges pas. On va l'estomper en fait sur le papier humide. Mais il va rester humide parce qu'en fait, par capillarité, le pinceau ne se sera pas vidé intégralement vu qu'il y a déjà de l'eau. D'accord? Je ne sais pas si vous suivez. Voilà. Ce qui fait que derrière, en fait, je n'ai pas trop d'eau et ça va éviter de faire des auréoles à la dépose de la peinture. Ce qui peut arriver parfois à certains. Je mets une couche et là, j'ai des auréoles sur la pièce et on ne sait plus comment gérer le truc, ça devient un peu le bazar. Donc au niveau de l'application, on va le faire en fait en poussant les pigments. C'est-à-dire que je vais déposer ma peinture sur la pièce en poussant les pigments vers la zone la plus lumineuse. Pardon. D'accord? Donc là, le plastron, il va être teinté. Personnellement, j'évite de déborder sur les autres surfaces. La peinture acrylique étant ce qu'elle est, elle sèche relativement vite. Donc même si c'est liquide, ça va sécher très très vite. Le temps de faire ce côté du plastron, l'autre. Même si c'est pas parfait, je vais y revenir. D'accord? Eh bien, la peinture en séchant va tirer et du coup va prendre de la couleur. Là on voit déjà qu'il y a une petite teinte grisâtre. Le temps que ça sèche et que j'y revienne, parce qu'évidemment on ne revient pas sur une couche légèrement humide, sinon on efface ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais recharger mon pinceau, j'estompe, et je repasse sur une autre partie métallisée de la même teinte, donc l'épaulette, la spalière, pour derrière venir charger aussi la pièce. Attends, je vais me mettre comme ça. Voilà. Hop.
Donc c'est pas parfait, c'est pas grave, faut pas trop insister. Et derrière on passe à une autre partie métallisée. Hop, je me remets dans l'axe. Là les jambières, il n'en a pas, il a des chaussures métallisées. Hop, voilà. Avec un geste souple, sans trop en mettre. Il vaut mieux faire 2 couches plutôt qu'une seule très chargée. Ça évite d'empâter la figurine. Hop, j'accélère parce que la visu n'est pas terrible. Même chose pour sa jumelle. Voilà. Donc là, c'est une teinte grise très foncée. Enfin, plus ou moins foncée, dirons-nous. Qui est assez proche du noir. D'accord. Là-dessus, le temps que ça sèche, j'en profite aussi pour vous dire que ce qui est très important lorsque vous vous lancez sur un projet, c'est de faire des recherches. Donc pour avoir un peu d'inspiration, pour éviter de partir dans tous les sens et vous dire oh, je sais plus comment je vais partir, je sais plus ce que je dois faire, j'arrive pas, ça fonctionne pas. Donc ce qui est primordial, c'est de commencer son projet, et j'aurais dû vous le dire avant d'ailleurs, par se créer un petit dossier sur l'ordi ou sur le téléphone avec quelques photos qui vont vous servir d'inspiration. C'est un petit peu ce que je fais justement dans mes dossiers de recherche que j'ai, où je vais piocher voilà, sur des effets de non métallisés, où là, hop, on va l'ouvrir, tac. Donc là c'est du non métallique or par exemple, et évidemment l'effet est sympa, je mets de côté, je mets dans ma base de recherche. Même chose pour les suivants, au fur et à mesure. Là, c'est notamment pour la lame, que vous pouvez voir ici, où il y a pas mal de petits reflets qui rendent la pièce métallisée plutôt chaleureuse, on va dire, et vivante. Non métallique or, une fois de plus, où là, ça c'était une figurine de LAN Studio, Michal Pizarski, que certains connaissent sans doute. Et on voit évidemment la gestion de la lumière qui fait que ça rend l'or non métallisé étincelant. Donc là, on n'est pas sur des peintures avec des pigments métalliques. Le monsieur est très fort, soit, mais c'est juste des peintures mates qui ont été utilisées pour donner un effet trompe-l'œil de métallisé, pour ceux qui ne connaissent pas le NMM peinture non métallique. D'accord. Certains vont jusqu'à donner des reflets dans le métal de l'environnement. Alors là, on est sur un peintre flamand. Hein. Ils étaient très forts dans ce domaine, normalement, à donner des reflets et des profondeurs dans les reflets incroyables. Et voilà, même type de figurine que ce que je suis en train de vous montrer pour des exemples de boucliers avec les différents métaux, or, argent, bronze. Et donc ça, c'est primordial pour chacun d'entre nous de se constituer un petit dossier d'exemples et de sources d'inspiration. Je ne sais pas si vous le faites déjà ou pas. Certains oublient pour aller très très vite, parce qu'ils ont vite envie de commencer. Mais oui, il y a beaucoup de choses à piocher, mettre de côté, qui peuvent être inspirantes, notamment pour les effets de lumière et de reflets, quoi. Donc on en a plein sur Pinterest ou autre chose, et sous des formes un peu différentes. Donc je vous invite à faire de même et à piocher ce genre de petites infos, à se les mettre de côté pour ne pas les perdre, et pas avoir à chercher pendant des heures et des heures sur les réseaux sociaux où se trouve la photo qu'on avait vue il y a 3-4 mois de ça. Donc, pour en revenir à notre personnage. Je me gargarise. Oui, parce qu'il paraît que je parle beaucoup. Donc là-dessus, en fait, la partie métallisée à sécher, on va faire le casque aussi d'ailleurs, histoire de... Après, c'est les parties les plus laborieuses, on va dire, c'est de commencer les couches de base. Hop. C'est pas le plus intéressant, c'est parfois le truc un peu lourd à faire au début, mais les couches de base sont primordiales aussi, ou primordiales, c'est vous qui choisissez, pour avoir un rendu
des plus efficaces par la suite lors de la mise en éclaircissement en fait. Hop, on lui finit le tour. On estompe toujours. Voilà. Je vérifie juste que le plastron est plutôt pas mal. J'ai des légères traces de coups de pinceau, du coup je vais faire une légère deuxième couche. Hop. Voilà. Et le cache-joue. Oui, je vais un peu vite sur la palette. Je le fais en mode réflexe, enfin tu suis, c'est bon. Voilà. Donc là-dessus, on va même pouvoir se faire la lame. On ne sait jamais si on a le temps. Hop. Ok. Donc. Ok. Voilà, donc là-dessus, notamment pour l'acier, les couches ont été mises en place. C'est pas ultra parfait, mais c'est pas grave puisqu'on va déjà monter sur les premières éclaircies. Alors c'est pas très compliqué en fait. Je pars sur un principe de dégradé de couleur assez simple à la base, où je vais avoir un gris foncé. Donc là c'est bleu-gris foncé, il y a un petit peu de bleu dedans. Après j'ai un gris neutre qui est un gris moyen pour ainsi dire, hein, qui est intermédiaire, Premier Empire, toujours en Prince Auguste. Et derrière un Agate Pont Royal Navy, qui lui est un gris qui va être un petit peu cassé. Il y a un petit peu de vert dedans et sans doute un petit peu de jaune aussi. Du coup, c'est pas un gris souris, on va dire, qui va être vraiment dans la suite logique de ce premier dégradé en fait. Il va monter en peps. Donc là-dessus, en fait, je vais. Ah oui, les numéros si vous voulez. Donc le gris foncé, c'est le 867 de chez Prince Auguste, comme le disent certains. Le 992, 992 pour les Belges et les Suisses. Toujours chez Prince Auguste. Et donc derrière, le 986, le Agate Pont Royal Navy. Et après, on finira par du blanc, 951, pour vraiment l'éclat final, on va dire. Voilà. Donc, on va partir sur l'autre grille et l'autre dans la foulée, comme ça on va ripper plus facilement. Donc en fait, sur la palette, je vais créer directement mon dégradé sans faire spécialement de mélange. Allez, hein, la bubule. Donc pas besoin d'en mettre des litres, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc derrière, même procédé, hein. Je vais diluer un petit peu ce gris, on va dire neutre. J'estompe et on va commencer à appliquer un premier éclaircissement sur cette zone de plastron déjà, tout en prenant compte de ce qu'on avait fait sur la photo. On a cette zone éclaircie avec les petits rivets, où là on a cette zone éclaircie. Donc on va régénérer en fait cet éclairage, mais officiellement avec la peinture. Donc pour ceci, ça va comme ça. Je vais commencer mon balayage en fait en allant vers le point de lumière. C'est un peu le principe avec l'acrylique, c'est qu'il faut pousser les pigments vers le point de lumière. D'accord ? Donc ici sur le bas, on vient pousser les pigments sur l'arête, sans aller chercher évidemment la peinture, sans aller chercher avec la pointe de son pinceau le creux
qui se trouve près du bouclier. Évidemment, derrière, on ira sans doute l'ombrer un petit peu avec du noir ou un bleu un peu foncé. Même chose ici sur le plastron. On va déjà pointer le rivet et le tour de cou. Hop. Et on va balayer en fait vers l'arête centrale. Vous voyez mon pinceau, il n'y a pas beaucoup de peinture dedans. Hein, on voit bien les poils, il n'y a pas de problème. Rien ne sert de charger à mort en fait. Là pour l'instant ça ne vous parle pas beaucoup je pense à l'image parce que c'est encore un peu humide. Hop, rien ne vous empêche de tourner la pièce également pour gagner en dextérité. Et là je vais balayer toujours vers cette arête. Et marquer les petites imperfections en fait de cette armure un peu cabossée. Voilà, il y a mes poils qui passent devant. Quelle idée d'avoir une barbe. Alors, pour un effet visuel plus intéressant aussi, il est bien de venir recréer une zone de lumière en fait sur la partie cœur, on va dire, comme si la lumière avait été reflétée sur un obstacle qui se trouve devant. C'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs sur des pièces d'armure qu'on peut avoir dans la réalité. En fait, il y a l'environnement reflète la lumière qui a été projetée soit en zénithal, soit en orienté. Donc du coup, on va créer une autre zone de lumière en fait à côté. Ah, j'entendais un drôle de bruit, mais c'est la pluie. C'est sympa, j'aime bien. Et du coup, pour cette zone-là, en fait, plutôt que de faire un balayage trop marqué, je me croirais à la maison. Ouais. Pour cette zone-là, en fait, on va, plutôt que de faire un balayage et de venir trop marquer la zone, on va venir faire en fait ce qu'on appelle la technique du stippling chez les mangeurs de pudding. C'est-à-dire la technique du pointillé. Donc là, en fait, je vais venir avec la pointe de mon pinceau effleurer à peine la surface. Mais comme mon pinceau est humide, même si je parle beaucoup, il ne sèche pas. Et des particules de pigment vont venir se déposer sur la zone ici, qui se trouve sur la zone cœur, on va dire. Sans trop charger, sans faire d'auréole, sans faire de gros amas de matière. Donc voilà. On va venir juste tapoter, mais en effleurant la zone. Et petit à petit, je sais pas si ça commence à se voir, c'est très léger, mais en fait c'est à la phase suivante qu'on va se rendre compte de la chose. Là en fait on va commencer à créer le dégradé. Il est bien aussi parfois, même si certains n'aiment pas, de passer le pinceau dans sa bouche afin de refaire sa pointe. Alors moi je ne mets pas avec la peinture, mais voilà. Hop. Et on recommence l'opération afin d'avoir l'effet escompté voulu. On va se centraliser sur la zone cœur et petit à petit on va s'écarter de la zone, toujours en faisant des pointillés, mais de manière un peu plus irrégulière, afin de rendre la lumière plus diffuse. D'accord ? Alors là, évidemment, le côté éclairci est très léger. Je regarde sur le retour à la caméra, ouais. Oui, on le voit. Ouais. J'ai un petit écran, moi. Et l'autre est de biais, donc c'est très léger, mais vraiment, ça prendra toute son importance, dirons-nous. Après, dès qu'on passera à la couleur suivante, pardon. On tapote, si là je suis trop humide, je vais essuyer mon pinceau et je vais venir en fait, le temps que l'acrylique sèche, on peut venir pomper l'erreur en venant gratter à l'envers dans le sens inverse des poils en fait, pour supprimer une tache qui ne nous intéresse pas par exemple. C'est-à-dire que là j'ai fait une bêtise, hop, je repousse les pigments vers la zone haute et du coup on voit
ici que par exemple je vais créer un trou parce que j'ai repoussé des pigments, d'accord? Après, il me suffit de recommencer l'opération précédente pour venir effacer cette zone non éclairée. Donc vraiment, on vient à peine toucher la surface, effleurer. Je regarde ce que ça donne à l'image. Là, pour cette zone-là, vu que le temps passe très vite, je passe directement dans la foulée à la teinte qui suit. Même chose, je délaye la couleur. Elle est relativement diluée. Je viens estomper mon pinceau et hop, je vais me décaler volontairement, tu ne bouges pas. Je me sers souvent d'un stickers en fait pour gérer la dilution et l'expliquer au nouveau. C'est-à-dire que sortie de pot, si on dilue pas, la peinture en fait est plutôt couvrante. Comme vous pouvez le voir ici. Hop, je vais changer comme ça. D'accord, ça couvre relativement. Si je viens diluer, je suis quand même vachement plus transparent. On voit quand même le dessin en dessous. Et c'est ça qui va pouvoir permettre d'avoir un dégradé un peu plus sympathique à l'œil. Le fait de diluer quand même sa peinture et de ne pas avoir des amas de matière comme on peut le voir déjà ici. Il y a des parties qui vont être beaucoup plus épaisses rien que sur le coup de pinceau. Et ça, quand vous l'avez sur vos figurines, le côté empattement n'est généralement pas très apprécié sur le rendu final. Donc, hop, je repasse. On est sur le pinceau avec lequel j'ai joué. Je vais prendre ce gris qui est un peu vert jaune là. Et par la même opération, en fait, je vais venir hop, je vais venir en fait repousser encore la matière, mais sur une zone beaucoup plus réduite. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de la moitié du thorax comme j'avais fait tout à l'heure, sur cette zone ici là, je vais partir sur le dernier tiers. D'accord, toujours en faisant du stippling et en allant vers l'arête que je peux même marquer sur un balayage du pinceau. Donc ça sèche. Même chose ici sur le bas, je réduis ma zone. Le fait d'être transparent au niveau de la teinte va créer naturellement le dégradé, quoi. D'accord. Je repousse. J'en profite pour faire le petit rivet. Marquer les arêtes sur le côté pour redéfinir les petites imperfections. Juste avec des petites touches, sans trop forcer. Hop. Voilà. Et ici sur le cœur, on va refaire du stippling en partant du point du cœur en fait, et en venant derrière, tourner autour gentiment, remonter vers l'épaule et derrière. Hop. Même chose sur le côté ici. On va avoir une lumière de reflet. Des petites imperfections pour les faire ressortir. Le tour de bras. Voilà. À ce stade, souvent, ça m'arrive aussi de revenir ombrer certaines zones pour accentuer le contraste.
Donc évidemment le noir que tous les artistes détestent, bah, j'utilise quand même. Hop. Et là même chose, je vais le diluer afin de pouvoir venir le pousser dans les creux, opposés à la lumière, afin d'accentuer le contraste de lumière en fait. Hop. Bon, là la peinture est très diluée. C'est plus du noir, hein, c'est un gris hein, finalement, d'accord. Mais le fait de concentrer les pigments sur la partie ombrée, on va quand même on va forcer un peu le dégradé, mais pour le côté ombre. C'est très léger. J'en profite pour faire un contre-champ de lumière également, comme on peut le voir sur certains exemples, où là évidemment, derrière l'arête vive, on va avoir, ça brille beaucoup, hein. On va avoir une zone d'ombre. En fait, c'est la multitude de couches qui va permettre d'avoir un dégradé des plus optimisés. Certains utilisent le sketching aussi pour faire des ébauches de lumière. Moi, c'est pas trop mon truc. Ça paraît des fois un peu bourrin, dirons-nous, parce qu'on vient badigeonner des grands coups de pinceau bien chargés sur une pièce. Certains s'en débrouillent très bien. Moi, je suis pas très fan, mais après, voilà, ça peut être un peu perturbant quand on est habitué de l'ancienne école à faire ses couches de base, ombrer, éclaircir. Alors, est-ce que ça donne quelque chose ici? Donc, on commence déjà à voir un peu la zone de lumière qui va être quasi semblable à celle que l'on a d'origine, quoi. D'accord? Il manque juste un soupçon de peps pour avoir les lumières les plus étincelantes. Donc, on va passer sur le blanc et après, comme je vois que le temps tourne, on commencera un petit peu l'oxydation pour donner un peu plus de vie à la pièce. Là-dessus, donc, on va prendre du blanc, très légèrement, ultra dilué. C'est-à-dire que, hop, on le voit à peine quand je le passe sur le noir ici. Je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, mais vous allez pouvoir le voir sur l'application de la pièce à peindre. Donc on va commencer par les choses qui vont refléter le plus la lumière, ça va être les rivets qui sont très petits. Je le mets dans le bon sens, que vous puissiez en profiter. Voilà, je ne bouge plus. Et là en fait, hop, ce petit point de lumière va nous guider en fait dans la zone de lumière à rechercher. D'accord? Elle est centrale. Moi j'aime bien partir là-dessus. Et derrière, on va venir taper les arêtes les plus intenses. Vraiment juste en venant effleurant la zone. Par capillarité, la peinture va venir se déposer juste à l'endroit où on vient effleurer la pièce. Mais on marque toujours. Alors évidemment c'est minuscule. Hop, un peu de stippling sur l'arête du plastron. Ici sur le cœur. On y va sans calculer en fait. Il faut le faire de manière un peu anarchique au début pour que ça ait le plus de crédibilité. Si on est trop à quadriller, ce ne sera pas du tout crédible en fait. On va venir taper l'arête ici, très légère. Et le reflet bas. Voilà. D'accord. Donc la lumière, hop, on voit que la lumière en fait est orientée un petit peu comme l'exemple qu'on avait tout à l'heure sur la photo faite au préalable.
D'accord. Là-dessus, on peut rajouter un peu plus de vie également, en rajoutant un petit peu de bleu en fait dans l'armure. Donc là, j'utilise un Dark Sea Blue de chez Metal Model ou Valero Prince Auguste. La codification est la même, hein. C'est le 998. Donc ce bleu-là est assez sombre, mais va pouvoir apporter un peu de peps à un métal qui est resté quand même très gris là, sur ce qu'on a fait actuellement. Donc là, pareil, je viens diluer fortement pour en faire en fait un glacis, très fortement. Là sur la palette, on a l'impression qu'il n'y a plus rien dessus, d'accord. Et derrière, on va venir balayer pour nourrir en fait ce métal et le rendre plus chatoyant avec cette couleur froide. D'accord. Alors, est-ce que c'est voyant à l'image? Non. Alors, c'est pour ça que j'ai prévu le coup. Je vais tricher. Je vais prendre un bleu plus vif, plus saturé, histoire que ça se voit à la vidéo. Hop, relativement dilué. Alors, est-ce que c'est mieux? Un soupçon. Donc en fait, le glacis va recouvrir une partie de l'éclaircie et une partie de l'ombre. Si j'en ai mis trop, je nettoie mon pinceau, je le passe à la bouche, et la salive a cette propriété d'être assez intéressante pour venir effacer des débordements. Hop. D'accord. On va faire la même sur l'autre côté du plastron. Il faut que ça reste relativement léger, car quand c'est trop violent, on perd un peu en crédibilité. Car même si c'est du fantastique, c'est bien des fois aussi de rester crédible. Voilà. Je reviens mettre ma pointe de blanc. Et là, je suis en train de me dire qu'à mon avis, j'aurais dû peindre intégralement la pièce hors métal afin que le contraste de couleur soit plus saisissant qu'avec que du noir. Oh bah ça y est, je l'ai eu. Hop. Une petite erreur. Je viens effacer. Donc là, a priori, à l'écran, on le voit un peu, c'est plus saisissant quand on a la pièce en main. Donc après, je vous inviterai à venir voir directement à la table. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc en fait, l'opération va se répéter à chaque fois sur les différentes pièces en métal type acier. Et ce sera la même chose pour le bronze. Après, au niveau des recettes, pour le bronze, ça va être sensiblement ce que je vais vous présenter ici. Donc, couche de base pour du bronze, je pars sur du Rhinox Hide de chez Citadel. C'est un marron un peu rouge. Un brun un peu rouge, parce qu'on dit pas marron normalement. Pour savoir si
c'est brun ou c'est marron. Ah, c'est brun. Et que derrière, j'éclaircis avec de la terre mate de chez Valero Prince Auguste, le 83 pardon. Et pour redonner un peu de peps comme ici, hein, le côté plutôt orangé, on va dire. Hop, tu vois. Attends, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. En fait, dans le marron très foncé, j'ai balancé aussi pas mal de petits côtés stippling avec de l'ocre marron, le numéro 856, d'accord, qui va donner un peu plus de vigueur au bronze en fait. À savoir que le bronze ne brille pas beaucoup normalement et s'oxyde relativement vite. Il n'est pas aussi étincelant que de l'acier ou de l'aluminium ou tout ça. Et mes derniers points de lumière en fait vont être faits avec de l'ivoire hausse 918, toujours chez Prince Auguste. Alors vous trouvez des équivalences aussi de ces teintes-là chez d'autres, hein. Mais voilà. Là-dessus, hop, on va continuer rapidement, histoire de donner un peu plus de lisibilité à ce torse, en venant justement l'oxyder. Et là, même chose, hein, je vais utiliser en teinte, on va dire, des marrons orange, le marron orange Prince Auguste avec le 981, et derrière, pour les coups de flash rouille très vif, le 829, pardon, donc amarante rouge, qui est un orange assez vif, pour venir hop, je vais déjà dresser ça sur la palette, histoire de faire ça dans les clous. Quand vos petits pots de pinceau, de peinture se bouchent, évidemment, ayez sous le coude une petite aiguille. On pompe. Hein. On remet en place. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Donc jamais trop sur la palette, hein, ça sert à rien. Là-dessus, pour oxyder, on va dire, ces parties-là, on va commencer par le marron orange, pardon. Donc ici présent. Même chose, on va diluer en gardant sa source propre. Et même toujours dans le même procédé, en fait, on va venir par capillarité venir remplir les petits interstices le doigt. Hop. Alors on n'en met pas trop, ce qui fait que petit à petit en périphérie on va déposer légèrement des pigments, mais dans le centre de ces petites imperfections de l'armure, ces impacts, les pigments vont se concentrer. Alors évidemment après, rien n'empêche de le faire aussi sur des surfaces planes, car la rouille ne s'arrête jamais. Hop. Hop, je charge. Et je remets toujours un peu plus. Je vais remettre aussi autour des rivets, autour de la collerette. Et petit à petit, ça commence à ressortir un peu plus. Hop. Et rien ne nous empêche, comme je vous disais, de refaire une petite session, on va dire, pointillage, stippling, sur les parties planes, afin d'avoir une logique de répartition de rouille qui n'a pas apparu comme ça. Mais juste en effleurant, on va faire des micro-touches. Je ne sais pas si si vous le voyez correctement. Hop. Alors, je fais un petit point sur le retour, histoire de voir ce que je vous montre. On reste sur la figurine du coup. Voilà.
Là, je vais venir marteler très légèrement la zone avec ce orange qui commence à prendre un peu plus de vigueur. Hop. Évidemment, c'est encore mieux avec la figurine dans les mains. Et derrière, on va passer directement sur la partie plus étincelante, un orange un peu vif, pour pouvoir accentuer ce côté rouille qui va être déposé sur ce métal. Pas d'eau qui gêne. Et là, on va pas en faire autant en fait, on va venir à cœur, déposer ici et là quelques petites touches. Hop. Y compris sur les parties planes, ou du moins bombées, qui ne sont pas complètement corrodées. Alors qu'est-ce que ça donne à l'écran? Voilà. Et on va répéter l'opération jusqu'à avoir la teinte escomptée. C'est-à-dire que par transparence, les multicouches vont faire que il y aura une variation de teinte rouille orangée sur cet acier. Et en fait, il faut être patient un petit peu et pas trop chargé tout de suite, autrement on va perdre en douceur et comme je disais tout à l'heure, en crédibilité, malgré que ce soit du fantastique. Qu'est-ce que ça donne là? Alors attends. Ça va? Tu vois clair? Moi sur le tout petit écran c'est pas évident. Ça va, ça donne? Vous voyez bien là? C'est pas ma barbe. Alors, En fait, il peint avec la barbe. donc pour l'épée, voilà. Donc en fait cette technique stippling et balayage très léger avec de la peinture d'huile va se répéter sur l'ensemble de la surface. Mais vous pouvez le voir, notamment ici, la zone de lumière, elle n'est pas sur l'entièreté en fait de la pièce. C'est vraiment sur le dernier tiers, on va dire. Et que le tiers le plus à l'ombre va être accentué par un peu de noir ou de bleu ou de choses comme ça, très foncé. Ce qui fait qu'on va créer un effet visuel un peu plus saisissant, d'accord, que de badigeonner une couche trop épaisse sur la pièce. Évidemment, une fois l'ensemble de la pièce peinte, c'est un peu plus lisible, car on a d'autres couleurs à côté qui permettent de créer le contraste et de varier au niveau des valeurs. Donc voilà, après, c'est ce qui va être répété sur l'entièreté des zones métallisées, y compris sur le tissu, où là, effectivement, pour donner un côté un peu plus usé, même chose, on va taper son pinceau, la pointe de son pinceau sur la surface sans venir l'écraser, c'est-à-dire que je ne vais pas venir écraser le pinceau violemment, sinon le pinceau va venir pomper et va créer des auréoles et des surépaisseurs. Donc on va venir vraiment effleurer avec sa pointe pour pouvoir créer des petites taches, des petits détails qui vont faire que le tissu va aussi prendre vie. Et c'est exactement ce qui va se passer également sur la partie bronze, pour l'oxydation avec la teinte vert de gris là, qui va créer justement cette zone
tout oxydé sur le bronze. À savoir que le verre de gris, il ne se dépose pas que dans les creux, mais il se propage sur une surface même plane. Donc c'est des choses à prendre en compte, et notamment au niveau de ses recherches. Donc ne pas hésiter à aller voir des vraies photos d'oxydation, des vraies photos d'armure ou autres. D'ailleurs je dois en avoir, je vais chercher ça. Attention direct en basculer. Là par exemple, hop, là c'est une photo d'un casque dans un musée où effectivement on a vachement de reflets. On peut deviner que c'est la verrière du plafond du musée en question qui reflète, mais ça montre en fait le panel de variations qu'on peut avoir sur les différents métaux. Même chose ici sur du bronze où la lumière est beaucoup moins étincelante. On est beaucoup plus écrasé en termes de reflets. Donc toujours faire ses recherches au préalable. La même chose, hein, c'est l'exemple type. On a une épaulette qui a été faite ici en partie supérieure, qui a été éclaircie de manière basique, mais on voit que sur la partie basse ici, elle a été ombrée pour accentuer l'effet brillant, l'effet de lumière, avec le spot de lumière sur la partie haute, comme on a fait en fait sur le plastron et sur l'arête qui était visible. D'accord ? Évidemment, suivant les matériaux, la teinte va changer et le reflet également. D'accord ? Donc voilà, c'est des petites choses qui sont à mettre dans vos bases de données. Les matériaux métalliques n'ont pas tous le même reflet, n'ont pas tous la même brillance. Et donc voilà, renseignez-vous avant. Gardez vos sources pas très loin de vous quand vous peignez. Et derrière, voilà, je vous inviterai à faire la même chose chez vous, tester. D'accord ? Vous pouvez même m'envoyer des petits MP après derrière pour savoir si ça convient. Je ne manquerai pas de vous répondre pour vous dire si tout s'est bien passé de votre côté et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Sur Pinterest, sur Internet, vous tapez directement dans la barre de recherche non métallique, tuto non métallique, et voilà, et les images vont apparaître d'elles-mêmes tout de suite. Voilà. Et demain, nous aurons une deuxième session avec cette fois-ci ma méthode pour peindre de l'os. Et donc, ce sera sur un crâne anatomique, donc au 1/10. Et là, ce sera uniquement de la peinture os, car dans le Fanta, il y a énormément de petites choses, de petits crânes qui traînent ici et là, qu'on aime bien traiter pour donner vie au socle ou ne serait-ce qu'à la figurine. Et étant un fan de crânes divers et variés, que ce soit humains, animaux ou autres, je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant à traiter. Donc demain, nous verrons ça. Comment traiter les os. Un petit peu comme sur le squelette ici présent. Voilà.